ici Antéphile d'Antéverse, je suis avec Satanico de Metal Macabre. Salut Nico. Salut Antéphile. Donc premier format de la chaîne, enfin nouveau format de la chaîne plutôt. Enfin on avait déjà fait ça avec Nico par le passé, c'était par téléphone, on faisait des briefings, ouais. voilà des briefings séries cinéma. Et puis c'est un peu la continuité où on va parler de films dont je n'ai pas pu parler sur la chaîne d'Antéverse, voilà sur la chaîne YouTube, j'ai pas pu faire de review vidéo. On va débuter tout de suite avec, alors on va au programme. Alors d'abord le programme quand même, on va parler de deux films, de toute façon je suis bête parce que vous allez les voir dans le titre de la vidéo et dans la miniature YouTube. On va parler de Nightmare Island, de Tyler Rake connu sous le nom d'Extraction sur Netflix, il est bien sous ce titre là sur Netflix. Oui, de toute façon il a les deux titres, Tyler Rake ou Extraction. D'accord, je sais plus c'était lequel sur Netflix. L'un est le titre original et l'autre est le nom du héros, et je crois que Tyler Rake est le titre français. Et pour la dernière partie, on va parler de la série Ragnarok. Et on va débuter tout de suite par le film Nightmare Island, voilà, tout à fait. Ok. Alors, donc, comme tu es l'invité, on va dire, l'invité qui va être récurrent et permanent, on va donc, tu vas me dire ce que tu as pensé toi déjà de Nightmare Island, si tu as aimé ou pas. Alors, globalement, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Ce n'est pas le film de l'année, Ouais. mais je l'ai trouvé relativement original et plutôt bien foutu. Alors, en revanche, et là où je trouve que le film a un défaut, c'est dans le marketing qui l'entoure. Il se trouve que le film n'est pas vendu tel qu'il est réellement. Déjà, passons sur ce titre. On va parler de ce titre français absurde, Nightmare Island. Ça le fait passer totalement pour un film d'horreur. Ce qui était déjà plus ou moins le cas parce que c'est un film Blumhouse, je crois. Voilà, et que c'est ça. l'affiche, il y a quand même une tête de mort qui est le prolongement de l'île qu'on voit sous la mer. C'est plus parlant si vous voyez l'affiche. Toujours est-il que de changer le titre original qui est Fantasy Island en Nightmare Island, ça renforce encore plus ce côté horrifique. Ce côté horrifique est présent, oui, mais ce n'est qu'une partie du film. Le film est un peu horrifique, un peu fantastique, j'ai envie de dire limite fantasy, et un peu aventure aussi. Et si vous connaissez la série télé L'île fantastique, Fantasy Island, île fantastique, vous faites le lien. C'est un peu une adaptation de la série en fait. C'en est même techniquement un genre de préquel, mais un préquel modernisé de nos jours. Mais du coup, si vous voyez la série télé, vous savez très bien que c'est pas un pur slasher. Il y a un peu de fantastique. Apparemment, d'après ce que tu m'avais dit, Phil, le pilote de Fantasy Island, la série était relativement sombre. D'accord, alors justement je vais y venir parce Voilà. parce que bon je suis pas encore rodé mais justement pardon excusez-moi au niveau du pitch ça reprend le pitch de la série. Alors le problème c'est que la série pour ceux qui ont moins de 40 ans, je ne sais pas si la série va parler, parce qu'elle a eu 7 saisons aux États-Unis, mais je pense que l'intégralité n'a pas dû être diffusée en France. Et en fait, c'est une île où il y a des invités, des personnes qui viennent y faire un séjour, et elles y affrontent, on va dire, par des, je sais pas, non, c'est j'allais dire par des flashbacks, non, mais elles vivent une aventure, on va dire, un peu catharsique. Voilà, leur plus grand souhait, voilà. Mais voilà, elles ont un souhait, par exemple, d'être milliardaires, mais ce souhait-là va se transformer en cauchemar. Du moins dans le film, mais dans la série, c'est plutôt des aventures un peu fantastiques en fait. Et sauf que là, justement, c'est le point où justement on va revenir. C'est que ce Nightmare Island, c'est en fait, comment on pourrait dire ça, c'est une nouvelle version du premier pilote de la série. Alors, parce que dans la série, les tenants de l'île, voilà, on va dire le directeur de l'île s'appelait Monsieur Rourke, et il avait j'allais dire, non pas un associé, mais comment on pourrait dire ça comment on pourrait dire ça un subalterne qui travaillait avec lui, oui. Voilà, c'était le nain. Voilà, le nain, voilà, Ouais, voilà qui s'appelait Tatou. Voilà, Monsieur Rourke. Mais en fait, dans la série, le pilote que tout le monde connaît, la série que tout le monde connaît, Monsieur Rourke est un gentil. Voilà, donc il invite les gens, il y a des aventures fantastiques, voilà, par rapport à leurs désirs. Mais dans le premier pilote de la série, Monsieur Rourke est un méchant en fait. Et voilà, et c'est ce qu'on voit dans le film Nightmare Island. Voilà, donc on va quand même spoiler quelques petites choses, mais on va pas spoiler quand même
la fin du film, mais il y a un lien entre la fin du film et la série. Mais voilà, dans le premier pilote US, Monsieur Rourke est méchant. Et c'est ce qu'il y a dans le film Nightmare Island, voilà. Et D'accord. voilà. Du coup, ça justifierait un léger changement de titre, alors dans ce cas-là, du moins pour la VF, Ouais. dans le sens où c'est pas une pure adaptation de la série telle qu'on connaît, mais bien du premier pilote qui était beaucoup plus sombre. Voilà, c'est une réadaptation du pilote, tout à fait. Mais Alors dans ce cas-là, le changement de titre est quelque peu judicieux alors. oui, Pour oui, parce pas que qu'on s'attende à retrouver le même ton que la série. oui, voilà, donc voilà, en fait, le Nightmare Island, D'accord. voilà, sans spoiler, le Nightmare Island se transforme en Fantasy Island, en fait, si on veut. Oui, De mais certains, oui, parce que voilà, la fin du film annonce quelque peu la série en gros. voilà, c'est ça, le film se finit où commence la série, mais le gros problème, alors voilà, c'est que, quand même, je vais y revenir, c'est que le Monsieur Rourke est tenu par l'acteur Michael Peña, voilà, qui est très connu, enfin voilà, c'est lui qu'on voit dans Marvel, je crois, dans Ant-Man, Oui, Ant-Man c'est... celui pour qui a ceux la qui- parlotte, voilà, celui qui... Voilà, pour ceux qui ne le verraient pas, effectivement, c'est le gros tchatcheur dans les Ant-Man. Ouais. Celui qui raconte tout, mais de manière extrêmement détaillée et avec plein de hors-sujets, et du coup ça dure toujours 3 plombes. Voilà. Et donc du coup, en fait, voilà, il y a des gens qui avaient un peu... c'est là où je pense que la série a perdu tout le monde. C'est que les fans qui connaissaient autant la série... non, justement, les fans qui ne connaissaient pas la série et qui ont su que... Michael Peña allait être le méchant, tout le monde a dit c'est pas possible, Michael Peña ne peut pas être un méchant, il a une gueule trop de gentil, il joue que des rôles de gentil et il va pas être crédible dans le film. Et même ceux qui ont vu le film, et je tends à croire qu'ils n'ont pas vu le film, parce que justement il y a une transformation sur le personnage de Rourke. Donc on Tout à retrouve fait. le Michael Peña qu'on connaît en fait Et en oui. fin du film. C'est pas non plus un méchant à la Hannibal Lecter, je veux dire. Voilà, parce que voilà, si C'est un on... méchant écrit pour lui, enfin, même si le personnage existait déjà, je veux dire, il est réadapté, ça colle tout à fait à son Voilà. personnage comique tel qu'on connaît. Voilà, parce que le gros problème, c'est que si on avait pris un acteur avec une gueule de méchant, ça n'aurait pas collé du tout avec la fin du film, en fait. Et oui, justement, il fallait effectivement que cet acteur puisse passer très bien pour un gentil, et que dès que le film commence et qu'ils arrivent sur l'île, qu'on se dit pas tout de suite, oula, c'est un méchant lui. Voilà, parce qu'en fait, pour revenir sur, voilà, une dernière fois sur l'histoire, parce que je veux pas trop en dévoiler pour ceux qui veulent voir le film, en fait, Michael Peña est le directeur de l'île, et en fait, il a perdu sa femme. Et il est obligé de réaliser le souhait, on va dire, des nouveaux arrivants. Voilà, il est obligé de réaliser leur souhait pour que sa femme puisse rester en vie. Exactement. Parce que s'il ne nourrit pas un noyau qui est au centre de l'île, c'est pas un gros spoil parce qu'on l'apprend assez vite, s'il ne nourrit pas un noyau au centre de l'île, et ben l'île perd son énergie et sa femme meurt en fait. Exactement, puisque sa femme étant décédée, c'est elle-même une illusion matérialisée par l'île. Et pour maintenir l'illusion, il est donc obligé de continuer à jouer son rôle. Donc c'est pas un véritable méchant qui veut faire le mal, c'est plus un mal nécessaire qu'il fait, C'est ça. pas nécessaire de son point de vue. Je sais pas d'ailleurs s'il le dit pas dans le film Necessary Evil, je sais pas s'il emploie le je titre ne à un me moment. souviens plus, mais je le comparerais plutôt à un méchant type, un méchant désespéré, type le Docteur Freeze dans Batman, Oui, c'est ça. qui Mais commet c'est le tout à fait mal ça. uniquement dans l'espoir que sa femme puisse revivre. C'est Si ça. vous vous rappelez dans le film, sa femme, il réussit à la maintenir en vie dans le froid, mais elle est congelée. Voilà, Elle ne c'est peut ça. pas vivre, et du coup, il veut transformer Gotham en pôle sud, grosso modo, pour qu'elle puisse vivre. Alors justement, ce qu'on va faire, voilà, il faut pas trop spoiler parce que comme c'est un film Blumhouse, ils sont là sur les twists. Voilà, c'est quand même posé, donc on a quand même des twists C'est pour sur ça qu'on va l'histoire. s'arrêter sur les twists du début du film, oui. Voilà. Et je vais quand même placer, au niveau du casting, on y retrouve Maggie Q. Alors je ne sais plus dans quoi on l'avait vu, mais voilà, c'est une... Alors, Mission Impossible 3, Ah, mais voilà. également La Femme Nikita. Alors, je sais plus, c'est-à-dire la série télé basée sur le Nikita de Besson. Mais le problème, c'est qu'il y a eu 2 adaptations. Il y a eu une canadienne et une américaine. Alors, je sais plus laquelle des deux. Voilà, mais il y en a donc- une des deux où c'est avec Maggie Q. Voilà, donc... Et je ne sais plus dans quoi on l'a vu d'autres. Voilà, mais bon, de toute à part façon- M3, mais bon, voilà, elle, quoi. voilà, Il donc n'y a on pas va- que elle, il y a l'actrice principale, la toute jeunette aussi, qu'on a déjà vue. qui est dans Fantasy Island. Oui, oui, oui. Il y a Lucy Hale. Lucy Hale, voilà, Voilà. c'est ça. Elle joue dans une série pour ados, il me semble. Alors peut-être, oui, alors ça me dit rien du tout. Alors, de c'est toute pour façon, les auditeurs, ils la connaîtront peut-être. elle a joué dans Pretty Scream, elle a Little joué dans Liars, Scream quelque 4, dans Truth or Dare et Pretty Little Liars. Mais elle est dans Action ou Vérité, Truth or Dare, Ah, voilà, c'est Pretty ça. Little Liars, voilà, c'est
ça. Je savais bien qu'elle était dans une série pour ados. Et elle a un petit rôle dans Scream 4, effectivement, mais elle fait pas très long feu, il me semble. Je crois que c'est une des fausses victimes, enfin, une des victimes de Stab. Oui. Donc, pas une réelle. Alors justement, on va pas. Alors au niveau du casting, parce qu'on va pas, parce qu'il faut s'attendre avec nous à pas mal de digressions. Ça devrait, je crois que je devrais appeler le podcast briefing et autres digressions. Alors donc on y retrouve aussi. Dans les rôles secondaires, on trouve quand même Michael Rooker. Voilà, on va pas faire tout le casting, mais au niveau notable, voilà, on a Michael Rooker qu'on ne présente plus, Les Gardiens de la Galaxie. Comment il s'appelait le film d'horreur là, Otis Toole. Putain, la honte. Henry, Portrait d'un serial killer. Henry, Portrait d'un serial killer. Voilà. Et la série Walking Dead. Voilà, la série Walking Dead. Bien sûr. Et on y retrouve. Il joue le frère de Daryl, je crois. Voilà, tout à fait, exactement. Ouais. Et voilà, et dernier notable. Et il est dans le prochain Suicide Squad. Oui, tout à fait. Voilà, puisque c'est le même réalisateur que Les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Et au niveau du casting, on y retrouve également en dernier notable. Je m'y attendais pas du tout à le voir, surtout qu'à un moment, il enlève son masque, donc on s'attend pas du tout à le voir dans le film. C'est l'acteur Kim Coates qu'on a vu, qui était dans la série Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, oui, tout à fait. Qu'on a vu qui a été un personnage récurrent et qui jouait aussi dans un des Resident Evil. Si je dis pas de bêtises, c'était le 4, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors ça, par contre, je t'avoue que je les ai pas en tête. Et oui, d'après IMDb, il est effectivement dans Resident Evil Afterlife. Donc c'est le 4 ou le 5. Je crois que c'est le 4. Le 5, c'est Retribution. Donc c'est le 4. Voilà. Parfait. Donc du coup, pour terminer sur Nightmare Island, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, le film, je l'ai bien aimé. Parce que je l'ai pris dans le fait de me dire, c'est dans l'esprit de la série. Mais le gros problème, c'est que pour les moins de 40 ans, ça ne parlera pas. Et le problème qu'il y a, c'est que je veux dire l'esprit de la série originale, mais le problème, c'est que le film se finit où la série commence, mais vu que le film se finit à ce moment-là, et qu'il n'y a pas de série, c'est à se demander à quoi sert le film, en fait. Alors, dans ce cas-là, est-ce que, connaissant Blumhouse qui aime les franchises, j'ai envie de dire comme tous les studios, est-ce que tu penses qu'ils envisagent un Nightmare Island 2? Ils en ont pas parlé, du tout. Et puis là, il y a le confinement et Blumhouse est essentiellement en train de se focaliser sur les 2 suites d'Halloween et sur le nouveau Escape Game. Et puis je vois le budget de 7 millions, il a fait il a fait beaucoup plus que 7 millions. Il a fait 47 millions, il a fait 40 millions de plus dans le Il est largement rentré dans ses frais. Il paraît que pour un film à gros budget, il faut que le film rentre au moins 2 fois dans ses frais. Qu'il fasse au moins le double de son budget. Oui, parce que dans le budget annoncé, il n'y a jamais le budget promo. Sauf que là, c'est un beaucoup plus petit film, donc le budget promo doit être plus petit. Donc je pense que le double, c'est déjà largement bon. Et là, on est au quadruple, quintuple. Oui, c'est ça, au quadruple. Largement dessus. Voilà, donc oui, le film est largement dans ses frais. D'ailleurs, je trouve que pour un budget si réduit, visuellement, le film fait beaucoup plus. Parce que t'as quand même des scènes de guerre. Voilà, parce que chaque participant invité a son histoire. Du coup, on a des thèmes différents. On a la guerre, on a la perte d'un être cher, du coup, on a des univers différents. Et le titre français Nightmare Island se justifie en fait uniquement par rapport à une seule histoire du film. C'est celle qui veut se venger. Oui, et voilà, donc elle, ok, il y a son histoire où elle est capturée, et là effectivement, j'essaie de pas spoiler, c'est pour ça que je suis vague, mais autour d'elle, effectivement, là ça fait film d'horreur vraiment. Là, mais j'ai vu des scènes coupées, apparemment il y avait plus de scènes de films d'horreur dans le film, il y avait une histoire un peu plus développée, mais ça a été coupé. Donc le film devait être beaucoup plus horrifique, avec peut-être une histoire en plus, mais ça a été supprimé au montage pour en faire un film, j'allais dire un peu plus... Allez, est-ce qu'on peut dire un peu plus friendly family quand même? Il y a un côté familial dans le film en fait. Il est clairement familial. De toute façon, je pense que l'idée, c'est de faire un film à la chair de poule. De toute façon, je le vois là sur IMDb, je le vois tout public avec avertissement. Voilà, donc il n'est pas catégorisé en vraiment film d'horreur. Tout public avertissement, ça veut dire moins 10. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu regardes les genres, il y a marqué aventure en 1, fantasy en 2 et horreur en 3, ce qui veut bien dire que c'est léger la partie horrifique. Et effectivement, c'est une seule des intrigues du film qui est légèrement horrifique. Enfin voilà, donc du coup, on va pas s'éterniser un peu plus sur le film, vu qu'on a encore un autre film et une série à parler.
moi, ce que je conseille, c'est que avant de voir le film, consultez un peu des bandes annonces de la série, en fait des trailers ou peut-être un ou deux épisodes de la série originale. Regardez la fiche Wikipédia française ou la fiche américaine, parce qu'ils développent un peu plus de choses pour comprendre un peu plus l'univers de Fantasy Island. Donc moi, en tant que standalone, je pense que je peux le conseiller. Ce n'est pas la merde que tout le monde a vanté. Il y en a qui ont dit c'est le pire film de 2020. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Renseignez-vous sur la série. Si le film est autant descendu actuellement, c'est d'une part, comme je disais, à cause de son titre qui le vend comme un truc nettement plus effrayant que ce qu'il n'est. D'autre part, parce que les gens ne savent même pas que c'est lié à une série qu'ils ne connaissent de toute façon pas. Renseignez-vous sur les séries, histoire de savoir dans quoi vous mettez les pieds. Ouais. Vous n'aurez pas du tout la même expérience que les gens qui vont le voir en s'attendant au nouveau saut. C'est un peu ça, parce qu'en plus, voilà, vraiment, on va terminer sur ça. C'est qu'en plus, vraiment, on a l'impression de voir un nouveau son, en fait. Il y a cet esprit-là, puis surtout, voilà, sans spoiler, quand il y en a une qui se fait piéger, on est carrément dans du saut. Moi, je m'attendais à ce que ça continue dans cet état d'esprit, en fait. Précisément à cause de cette sous-intrigue-là qui peut faire penser à un torture porn. C'est ça. En fait, je pense que tout le monde attendait ça. Tout le monde attendait un torture porn, en fait. Je pense qu'avec le temps, ce film sera réévalué. Je l'espère pour lui, donc... on verra par la suite, donc n'hésitez pas à le voir. On passe maintenant à Tyler Rake / Extraction. Film uniquement disponible sur Netflix. Important de préciser, donc c'est un film avec... alors comment il s'appelle? Alors là je suis un peu perdu. Alors vous voyez Chris Hemsworth, bien sûr. Voilà, le Thor des Avengers. Alors voilà, on va le préciser parce que voilà, donc Extraction est un film qui a été scénarisé par Joe Russo, qui est l'un des réalisateurs d'Avengers. Voilà, des Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et de Captain America également. Voilà, Captain America Civil War. Et donc du coup, alors j'en parle parce que c'est en fait le second film, où on peut dire, peut-être le troisième, mais je sais plus s'il y en avait eu un autre avant, où un scénariste d'Avengers Endgame travaille avec un autre acteur des Avengers. Parce que donc, c'est le second, il y a eu le film 21 Bridges. Manhattan Lockdown, 21 Bridges, avec voilà, Black Panther. Voilà, alors voilà, avec l'acteur de Black Panther. Alors, moi, on en avait parlé, Nico, déjà, nous, mais en fait, je pensais que Manhattan Lockdown, 21 Bridges était un film qui était scénarisé par les frères Russo. Non, il est juste produit. Produit. Voilà, d'accord. Voilà, comme Tyler Rake, le film est produit. Et donc, Tyler Rake, c'est un film. Alors, en fait, c'est l'histoire. Je crois qu'on peut pas faire plus basique que ça. C'est un militaire, c'est un mercenaire au passé douloureux qui doit sauver un enfant et dont le parcours initiatique autant de l'enfant que de lui-même est bouleversé par leur rencontre, en fait. Voilà. C'est un enfant. C'est ça. Voilà, c'est un enfant qui est fils d'un baron de la drogue, qui est enlevé par un autre baron de la drogue. D'ailleurs, je crois que ce niveau-là du scénario, c'est un peu flou, parce qu'on ne sait pas pourquoi il l'enlève, en fait, au final. Tu sais que j'ai vu le film, quoi, il y a une semaine, je me souviens même plus s'il y a eu une vraie explication. Non, parce que il l'enlève, et puis après ils disent, voilà, oui. on voulait le vendre, enfin, il voulait une rançon contre l'enfant, mais il n'est pas dit pourquoi est-ce que les deux cartels sont en guerre, pourquoi, enfin, il n'y a pas de pourquoi l'enfant est enlevé, quoi. Effectivement. Je pense que je suis même pas sûr qu'il y ait eu de scène coupée ou quoi, je crois que c'est juste, ça n'a pas vraiment d'importance pour le film, c'est un pur film d'action. Alors, tout le reste, c'est du prétexte en fait. Alors, mais par contre, la question que se pose, moi que j'ai trouvé intéressante, c'est que c'est un fils d'un baron de la drogue, donc le fils est quand même malheureux en tant que fils du baron de la drogue, donc Tyler Rake se pose la question de... il faut que je lui ramène. Oui, est-ce que je dois ramener le gosse à son père, vu qu'il aura toujours une vie de merde, il sera toujours fils de baron de la drogue et sa vie sera toujours en danger. Voilà, et donc après il y aura la question de la conscience dans le film, c'est est-ce qu'il faut pas que je l'abandonne, et parce que ça ne servira à rien de toute façon, cet enfant est perdu et condamné à mourir, voilà. Oui, et puis même s'il meurt pas, il risque de devenir comme son père. Voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà pour l'histoire. Et alors moi, je pense que tu vas acquiescer, Nico, c'est que le film c'est totalement Commando avec Arnold Schwarzenegger. Oui. On l'a beaucoup comparé à John Wick pour le côté action non-stop, démembrage de méchants, mais en fait ça ressemble plus à un Commando dans le sens où, déjà dans Commando c'est pareil, il doit sauver sa fille.
Arnold, bon là c'est pas sa fille ni son fils, mais ça revient au même. Il doit protéger un enfant et contre. Et puis surtout c'est tout seul contre plein. Ah mais c'est ça, voilà, ça c'est pour ça, c'est à la John Wick, c'est que voilà, en fait c'est commando avec la réalisation de John Wick et justement ce que je voulais dire sur Tyler Rake, la réalisation des moments, c'était The Raid. Et il y a des plans, il y a une course. Il y a un fort côté The Raid également dans la mise en scène, dans les gunfights. Ouais, mais là. Et les plans séquences, quand t'as des. Merde, comment on appelle ça? Quand t'as des espèces de travelling où tu suis le perso qui avance et qui gomme les méchants l'un après l'autre, sans coupe dans la caméra. Mais là, totalement The Raid. Justement, là, ce que j'ai vraiment envie d'en parler de cette séquence, c'est la course-poursuite en bagnole. Avec la caméra qui rentre dans la voiture, qui passe dans l'autre, qui sort de la voiture, qui suit derrière, qui passe par le pare-brise. On dirait, le caméraman, on dirait qu'il saute dans les voitures. En fait, je pense que. Parce que je regarde en ce moment beaucoup de vidéos, parce qu'en fait, le problème maintenant, c'est que les effets spéciaux ont tellement évolué, c'est qu'il y a des films que j'ai découverts récemment, où par exemple, Parasite est tourné entièrement en studio. Oui, il y a très peu de scènes d'extérieur. Et même les scènes d'extérieur de Parasite, tu vois rarement le ciel et tout, et quand tu le vois, oui, c'est du coup. Et Tyler Rake, c'est que toutes les scènes de gunfight, qu'on a l'impression qu'elles se passent en extérieur, ou toutes les scènes de voiture se passent pareil aussi en extérieur, et tout est fait en studio, tout est fait en post-prod, et donc c'est pour ça que ça permet des plans de malade, et pourtant on a l'impression que ça se passe en plein air. Et là, sur ce coup-là, moi, Tyler Rake, j'ai absolument adoré, ou alors, mais justement, c'est pour ça qu'on retrouve ce côté commando, c'est parce qu'il y a ce côté too much, quoi. Voilà. Totalement too much, mais plus sérieux que Commando, et c'est là où je trouve que Commando n'est pas totalement un nanar contrairement à sa réputation, c'est que Commando est volontairement comique. Ouais. Donc c'est assumé, et c'est vrai que c'est un film qui est purement de mise en scène. Je veux dire, l'histoire, en fait, on s'en bat les couilles au bout de 5 minutes, même si... C'est vrai que ce que tu m'as dit, il y a un peu plus de profondeur que ça. Il y a du questionnement, il y a du questionnement. Voilà, il y a du questionnement. En fait, c'est ça. L'intrigue n'est pas forcément ultra creusée. En revanche, le personnage de Chris Hemsworth l'est. C'est pas juste un bourrin. En fait, lui, il est meurtri et sa hiérarchie, en fait, voilà, les autres personnages avec qui il travaille lui posent un cas de conscience. Voilà, est-ce qu'on n'a pas dans un commando ou un film de Schwarzenegger des années 90 où les cas de conscience, il les mettait dans le cul des bad guys, quoi, voilà. C'est ça, le film a un scénario assez light, il est basé essentiellement sur l'action, mais il est plus profond que ça grâce à son personnage. Et ça, je trouve que l'affiche, aussi basique soit-elle, on voit juste Chris Hemsworth reposer sur lui-même, et on voit bien son visage qui est très pensif, et en fait ça représente très bien son état d'esprit dans le film. C'est pas juste un gros bourrin, c'est effectivement un gars meurtri, comme tu dis, et ça... même avec seulement de l'action, ils réussissent à retranscrire ça. Et là, je ferai le parallèle avec un autre film qui a un scénario ultra basique, avec que de l'action non-stop, et qui pourtant raconte quelque chose à chacun de ses plans. Fury Road, l'histoire, il y en a quasiment pas, et le peu qu'il y a, c'est quasiment la même que Mad Max 2. Et pourtant, à chaque plan, il te raconte quelque chose. Tu peux développer plein de choses, t'as plein de trucs à analyser à chaque plan. C'est un film qui est vraiment purement cinématographique. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas la littérature où ça va être sur le dialogue ou autre, c'est vraiment chaque plan qui va te raconter un truc. Et là-dessus, je trouve que c'est le point fort d'Extraction. Et je trouve même presque décevant que ce soit un film Netflix. Et honnêtement, il aurait bien rendu en salle celui-là. Ah oui, ça aurait été un grand film en cinéma, en vidéo. Et de toute façon, Tyler Rake est devenu le plus gros succès Netflix. Voilà, le plus gros. Je sais même plus comment on doit dire pour Netflix, mais voilà, le plus gros succès Netflix. Il a dépassé Bird Box. Je crois qu'il a fait les 93 millions de vues en 3 jours, je crois. Ouais, gros carton. Voilà. Et du coup, il faut s'attendre effectivement à une franchise. Et c'est pour ça que je trouve que pour le coup, les Français, contrairement à ce que je disais tout à l'heure pour Nightmare Island, je pense qu'ils ont été bien avisés de changer le titre original Extraction, qui est archi basique, pour Tyler Rake, le nom du héros, parce que si ça devient une franchise, tu vas l'appeler Tyler Rake 1, Tyler Rake 2, voilà. Ouais. Alors que qui te dit que le numéro 2, ce sera encore une extraction de gamin? Du coup, tu vas pas l'appeler Extraction 2. Voilà, parce que pour l'instant, Joe Russo n'a pas en jeu. Enfin, il a dû commencer à écrire le script depuis, mais au moment où on l'a interrogé sur la suite, la suite ou non en fait d'Extraction, il a dit je ne peux pas vous dire pour le moment si ce sera un préquel ou une suite. Voilà. Oui, effectivement, il ne sait pas trop. Après, il faut savoir également que Joe Russo, en tant que scénariste du film, n'a pas créé l'intrigue de toute pièce. C'est basé sur un roman graphique, donc un comics, qui apparemment s'appelle Ciuda.
Ciudad, ouais, tout à fait. Ouais. La ville en espagnol. Donc je ne l'ai pas lu, je veux pas dire si c'est fidèle ou quoi, mais si c'est vraiment un graphic novel et pas une série, ça veut dire que c'est un one shot. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il ne sait pas exactement de quoi ça va parler, c'est qu'il n'y a peut-être pas de matériaux en fait pour la suite. D'ailleurs, c'est un Donc il doit le créer de toutes pièces. D'ailleurs, c'est un peu dommage. Alors, j'ai pas vu sur Netflix, mais c'est un peu. On n'a pas ça, on a ça une fois sur 10 sur Netflix, mais c'est qu'il n'y a pas de making-of, il n'y a rien. Donc, on ne peut pas. On n'a rien pour se baser sur la nouvelle en fait. Voilà, on sait pas. Un Blu-ray avec plein de bonus et tout. Là, voilà. t'as le film et c'est tout. Voilà, donc là, on ne sait pas. Je ne sais pas si la nouvelle graphique, le roman graphique, se termine sur la même fin. Donc est-ce que le roman a une fin? Est-ce que voilà, donc on est un peu voilà, sur ça, je ne pourrais pas le dire. Alors par contre, ce que je peux encore dire sur le film, c'est qu'il y a deux parties distinctes du film. C'est la partie en course poursuite. Voilà, où il doit échapper au bad guy. Il y a une partie intermédiaire, c'est celle où il se réfugie chez l'acteur de Stranger Things. Alors je ne sais plus son nom. Alors je ne sais plus son nom, je regarde la fiche IMDb, mais le shérif Hooper, voilà, de Stranger Things. Voilà, bon, je vais pas perdre trop de temps à chercher les noms, voilà, mais vous le retrouverez. C'est ensuite la troisième partie du film, c'est celle où on va dire en lieu un peu clos en fait. C'est celle où il est pris en engrenage entre les deux camps. Je crois qu'il y a deux camps de bad guys, c'est ça, non? Oui, il n'y a pas vraiment de gentil dans le film en fait. Voilà. C'est que deux camps opposés. Voilà, mais ils se retrouvent, voilà, à la fin, voilà, la première partie, c'est une course poursuite, une seconde, une moitié de film, un milieu de film où voilà, où il se réfugie, et ensuite ça part dans une confrontation qui est un peu plus en lieu fermé, on va dire quoi. Voilà, enfin dans un lieu ouvert, mais sur un périmètre plus fermé, et ce qui permet justement de casser un peu la monotonie, où justement où par exemple un commando, c'est un film qui va droit devant et qui fait aucune bifurcation dans son scénario quoi. Voilà. Oui, non, ça c'est sûr. Commando, tu le regardes pour rigoler, tu peux débrancher ton cerveau, il n'y a pas de souci, tu louperas rien à l'intrigue. En gros, il y a Freddie Mercury qui a capturé Alyssa Milano. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, d'ailleurs, je crois qu'à l'époque, pour continuer à faire les parallèles et on terminera sur ça, je crois que Commando devait avoir une suite et il avait refusé Schwarzenegger, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça, non? Oui, alors je ne sais plus quel film très connu est un dérivé du scénario qui initialement était prévu pour Commando 2. C'est pas Piège de cristal? Que je suis en train de me demander, ouais. Je crois que le personnage de Piège de cristal ou quelque chose comme ça, il y a un rapport entre Commando et Piège de cristal, je crois. Entre les personnages, enfin quelque chose comme ça en fait, voilà. En fait, il y a tellement de films comme ça qui à la base étaient des suites, ou des fois l'inverse, des films autonomes qui ont été réécrits pour devenir des suites. Ouais. Voilà, et donc du coup, ce qui permet à Tyler Rake de faire un peu la continuation, on va dire, de Commando, et justement, et pour terminer sur ça, et Chris Hemsworth qui s'était essayé à la comédie de façon absolument désastreuse. Voilà, Tu penses au Men in Black? Ouais, déjà le Men in Black, et donc moi j'ai réévalué le Ghostbusters, mais dans Ghostbusters c'est quand même aussi l'élément le plus faible. Voilà, il y a des passages qui sont cool, mais je trouve que Chris Hemsworth là dans l'action, dans Tyler Rake, il est parfait, mais je trouve que la comédie ça lui va pas du tout en fait quoi. Alors voilà. Un truc aussi qu'il faut voir, alors oui effectivement la comédie, bon passons, mais niveau action, je trouve que en vieillissant, bon il est pas encore vieux, hein, mais je veux dire par rapport à ses débuts dans Thor 1, il prend du galon, il prend du charisme, il est plus. Tu vois ce film-là avec le Liam Hemsworth, le Chris Hemsworth, pardon, je crois les frangins, de Thor 1, tu lui enlevais sa barbe et ses cheveux longs, clairement, non, c'était un minet costaud, mais un minet quand même. Mais là, vas-y. Là c'est déjà mieux. Mais quand même, il cultive quand même l'image de Chris Hemsworth comme de beau gosse, parce qu'à un moment le gamin lui dit que quand tu lui dis tu t'appelles Tyler, mais t'as plutôt une tête à t'appeler Brad. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un peu un Brad Pitt version musclée, d'accord, c'est vrai, c'est pas faux. Mais de toute façon, c'est pas pour rien qu'ils l'ont pris, hein. Ils voulaient clairement une espèce de Patrick Swayze en plus jeune. Et c'est pour ça que Iron Man l'appelle Point Break à chaque fois. C'est pas faux quoi. Un autre truc que je trouve sympa aussi, c'est que dans cette ère où on est noyé dans une masse de films de super-héros, y compris avec lui, hein, c'est bien d'avoir un pur film d'action à l'ancienne, parce que actuellement, niveau action pure à l'ancienne, il y a qui?
Il y a Stallone, mais enfin Stallone il a 120 ans, il y a Gérard Butler, mais il fait pas que des bons films, mais bon, ouais, Gérard Butler, il est plutôt, on va dire maintenant, il est cantonné au DTV ou au film de cinéma ultra popcorn et sans fond, quoi. Et sinon, si on va dans le DTV, il y a Scott Adkins. Mais Scott Adkins, il est pas très connu du grand public parce qu'il ne fait que des DTV et dans ses gros films, il joue toujours un homme de main qui meurt vite. Ouais. Et donc du coup, c'est bien dommage. Voilà. Et heureusement qu'il y a ce genre de film. Voilà, donc du coup on va terminer sur Tyler Rake que je vous conseille absolument de voir pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Et aussi à préciser, c'est que le film se passe en Inde, donc le film est ultra dépaysant sur ça. Voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé de ce fait-là, effectivement. Voilà, il y a 3-4 personnages américains, mais après tout le reste du casting. D'ailleurs, le bad guy a une bonne gueule. Maintenant, on passe à une série et qui est dispo uniquement également sur Netflix. Voilà, qui est Ragnarok. Ne pas confondre avec une autre série, une série de Vikings qui s'appelle également Ragnarok. Mais là, c'est. Allez, est-ce qu'on peut qualifier, avant de parler de l'histoire, est-ce qu'on peut qualifier cette série Ragnarok de série pour teen en fait? Voilà, une série pour ados. C'est totalement une teen série, c'est-à-dire qu'on est plus proche de Vampire Diaries ou de Smallville que de Vikings, mais version norvégienne. Voilà, alors justement, avant de revenir sur tout ça, voilà, parce que comme ça, ça permet de poser, ça reste quand même un teen drama, je sais pas si on peut appeler ça, comme ça. Voilà, et justement, ça va garder un petit rapport avec Tyler Rake et Chris Hemsworth. Oui, il y a un gros rapport. Voilà, c'est que la série est basée sur la mythologie de Thor. En fait, pour faire simple, c'est une mère de famille qui a 2 enfants, voilà, qui a 2 fils, et elle est mutée dans une ville norvégienne pour travailler dans une usine de produits chimiques. Avec le patron qui est un ancien flirt, ou enfin du moins la mère a eu des vues dessus. Et en fait, l'un des 2 fils, donc le blond, voilà, qui est un gros nerd, on va dire, hein, coupe de cheveux carrément, voilà, une sale coupe de cheveux avec les lunettes et tout, qui fait un petit côté Clark Kent d'ailleurs. Je pense que voilà, ça lui donne Quand on parlait de Smallville, lui c'est le Clark Kent de la série. Ah bah c'est ça, ouais, justement. Alors on va y revenir. Et en fait, au moment, alors c'est pour ça que ça arrive un peu vite quand même dans la série, c'est que il va faire un acte, on va dire, de bonté. Et une vieille va lui donner les pouvoirs de Thor. Voilà. Et ensuite, il va faire la connaissance d'une jeune écologiste à qui il va arriver un drame, et il va lier ce drame avec l'usine de produits chimiques qui est dans la ville. Et à ce moment-là, la série se mélange donc entre la mythologie nordique qui tourne autour de Thor, donc voilà, Odin, Loki, mais en même temps avec une conscience écologique. Mais je pensais quand même que cette conscience écologique, voilà, parce que toute la ville dépend de cette usine. Donc voilà, qui fait des malversations au niveau des produits chimiques, qui empoisonne l'eau. Enfin voilà, là c'est pas l'air, il y a juste l'eau. Mais quand même à un moment, sur cette conscience écologique de la série, il parle de la Norvège en entière. Parce qu'il dit, il dit que maintenant la Norvège est basée sur l'industrie et que toutes les villes, cette petite ville norvégienne, c'est la Norvège entière. Donc même si ça se passe sur cette petite ville, ça parle de l'écologie dans la Norvège dans son entièreté, quoi. Voilà. Tout à fait, c'est une série qui est vraiment d'actualité. Je pense que Greta Thunberg a dû kiffer la série. Il la parle, mais d'ailleurs il le sait, il le dit, je crois qu'il personne. Voilà, il le dit, tu n'es pas arrête de te prendre pour Greta Thunberg, ou tu n'es pas Greta Thunberg, voilà. C'est forcé, on reste dans les personnalités scandinaves, et la série est totalement une série écologique. Je veux dire, même si c'est pas le sujet de la série, ça vient quand même facilement en numéro 2. Hein. Ouais. Et comme tu disais, toute la ville dépend d'une seule et même usine qui fait travailler un peu tout le monde. Ouais. D'ailleurs, c'est pas uniquement écologique, c'est aussi social, puisque si tu te rappelles bien, le père de sa meilleure amie, il est au chômage à cause de cette usine, et du coup, il parle également des difficultés financières ou autres. Oui. Et c'est quand même ça nettement plus poussé que dans une série comme Smallville. Ça arrive dans Smallville que Jonathan Kent ait des difficultés financières, mais je veux dire, t'as toujours Lex Luthor qui arrive pour lui faire un prêt, voilà. Eh ben, c'est ce que je m'attendais pas dans la série, donc c'est ce côté social, mais aussi triste. Voilà. Je veux dire, quand même, dans la moitié de la série, le deuil est présent et de façon assez lourde, ça je m'y attendais pas du tout. Et là, la grosse différence avec l'équivalent des teen dramas US, on est plus proche du ton britannique d'ailleurs là-dessus, sur le fait que l'aspect social et écologique pour le coup sont très très présents, au point que l'intrigue
intrigue mythologie nordique sont quand même extrêmement en retrait. Je veux dire, si tu regardes bien, bon, t'as la révélation sur qui sont réellement les méchants. Ouais. Il découvre ses pouvoirs au fur et à mesure, mais enfin quand même surtout en fin de saison. Et au final, sur 6 épisodes, bah, il a quasiment pas de pouvoir. En fait, il est juste très fort. À un moment, il voit qu'il est Thor, mais Je sais pas si à un moment on a envie de se dire, est-ce qu'il a pas un handicap mental quelque part en fait? Parce qu'il il réagit, mais parce que bon, il y a quand même le thème de l'exclusion, de l'élève un peu nerd, mais il y a des moments, c'est pas dans le mauvais sens, mais tu sens qu'il a un problème moteur quelque part. C'est pas possible. C'est peut-être juste un problème d'écriture. Ou Non, peut-être, je pense que c'est au niveau du personnage. Par exemple, au peut-être moment. qu'il a Asperger, je sais pas. Voilà, c'est ça. très à la mode dans les séries actuelles. Hein. Tu regardes dans Homeland, l'héroïne a Asperger, et j'ai vu ça dans une série policière aussi. Oui. Peut-être qu'il a ça et que ce n'est juste pas dit parce que Parce justement. qu'on voit qu'il a envie de parler de ses pouvoirs, mais il Oui. n'arrive pas à en parler, et du coup, à la fin, il est résigné en fait. Oui. Il est. Et justement, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau, on voit quand même son évolution. C'est que justement, au début, on a le nerd à lunettes avec la frange, mais après, il devient un peu plus décoiffé, il a plus les Oui. lunettes. Alors, il y a un gros côté Peter Parker aussi là-dessus, puisqu'on Oui. parle de Ah oui, ben, drama. c'est ça, en fait, je suis con quand je parle d'arriéré, j'allais dire Voilà. de choses comme ça, c'est le gros Peter Parker qui est timide, qui est perdu, Peter voilà. Parker, c'est un gros nerd, il est timide, c'est un génie. Le jour où il se fait mordre par l'araignée, il jarde ses lunettes, il devient musclé, fort et tout. Mais c'est Et ça, il c'est séduit ça, c'est la ça. fille. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a un côté Thor, puisqu'il a les pouvoirs de Thor, mais en fait, il est plus proche de Peter Parker. Donc, imaginez que Peter Parker, au lieu de s'être fait mordre par une araignée radioactive, eh ben, il a reçu les pouvoirs de Thor. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, quoi. Ah oui, mais c'est vrai, c'est un bon point de Et vue, je c'est suis sûr ça. que quelque part dans le multivers Marvel, il doit y avoir un spin-off où c'est arrivé. Je veux dire, Oui. Thor a transféré ses pouvoirs même à son ex-nana dans Et il y a une tortue, il y a une tortue. avec donc, avec Lady Thor. Oui, parce qu'il y a plusieurs. une univers tortue, une parallèles grenouille, avec une grenouille, une grenouille. Une grenouille. Oh, je sais plus, je vois sa gueule, mais. Oui, avec une Mais grenouille. oui, Voilà. mais oui, dans tous les univers parallèles, c'est sans doute arrivé que Thor soit un teenager. Alors du coup, justement, comme c'est une série, ça c'est le reproche que tu as fait à la série, moi je ne l'ai pas trop fait, c'est qu'il n'y a carrément pas de budget pour les effets spéciaux et pour et pour la mythologie nordique. Du coup, tout est fait en analogie. Voilà, ce sont des analogies et surtout j'ai été obligé entre 2 épisodes de regarder sur Wikipédia tout ça parce qu'on a quand même des références à Jotunheim, ce qui est vraiment le Ragnarok, même l'entreprise Jotul Industries, c'est le Jotunheim. Voilà, alors Yutul, c'est quoi? C'est les géants de glace, je crois. oui, c'est quelque chose comme ça. Voilà. La ville s'appelle Eda, pour ceux qui ne connaissent pas. L'Eda, c'est l'équivalent, si je puis dire, de la Bible de la mythologie nordique. Voilà, c'est ça. C'est Voilà, ça. donc ça, c'est les trucs que je trouve un peu dommage, c'est que c'est trop flagrant. Je veux dire, à quel moment tu te doutes pas de ça quand tu vois que c'est clairement le nom de la ville? Oui, mais c'est ça, c'est au moment où je me suis dit, regarde dans la série, Ah, c'est comme les bad guys qui s'appellent Monsieur Bad Guy, quoi. Voilà le docteur, voilà le docteur Gang, il s'appelle le docteur Gang, quoi. Voilà, c'est. Ça tranche avec le réalisme social de la série et écologique. Ouais. C'est que d'un côté, c'est très sérieux et tout, et de l'autre, le nom de la ville, c'est Leda. Et les méchants, ils s'appellent clairement on est les géants de glace, c'est écrit en gros sur notre entreprise. Un petit peu de subtilité quand même. Là, Mais ça me fait penser un peu au docteur Octopus dans Spider-Man. Mais ce que qui t'as s'appelle réellement Otto Octavius. Mais maintenant, avec le recul, c'est que ce que j'ai l'impression, oui, et ce que j'ai l'impression maintenant, c'est qu'avec le recul, t'as l'impression quand même que les gens sont embrigadés, ils voient pas. Ils ont été élevés là-dedans. Bien sûr, oui. Dans cette Mais culture, bon. donc du coup, mais voilà, il y a ce côté quand même embrigadement où ils sont asservis par les dirigeants de l'usine qui dirigent la ville. C'est la manière dont se justifie Alors, dans l'intrigue. par contre, ça va poser pour moi le plus gros défaut, c'est qu'ils sont censés être parce que voilà, donc ça c'est pas un spoil, mais donc là les gérants de la ville et de l'industrie, enfin, et de l'usine chimique, ils sont censés être millénaires et immortels. Alors comment ça se fait que dans la ville, ils ne les aient pas vus évoluer, ils se disent pas, ils vieillissent pas. Alors je pense, mais c'est pas expliqué dans la série, mais
Du moins pour l'instant, faut dire aussi qu'il y a que 6 épisodes, donc Parce qu'il forcément, parle bien, tout n'a pas il parle bien qu'à un moment, voilà pour les auditeurs, il parle à un moment d'un gosse qui était déjà présent en 1968 quoi. Oui, et comment il ne les a pas... À mon Voilà. avis, ils doivent changer d'apparence régulièrement. De toute façon, ils sont Voilà. métamorphes. Ils sont métamorphes, mais quand même, quand on voit leur passé, quand ils étaient à l'époque des pionniers, je Ils avaient pense déjà la même apparence. ils avaient la même apparence. ils avaient la même apparence en 1800, donc faut. T'as raison, effectivement, maintenant que je me souviens, quand ils regardent les photos, ils avaient déjà cet aspect humain là, il y a 100 ans. Et personne n'a fait le lien en 100 ans que tiens, c'est marrant, ils ont toujours la même tête. Oui, Et du coup, dans la série, ils vont vieillir. Du coup, Ben oui. du coup, il y a quelque chose qui Et qui là, tient pas quoi. là-dessus, tu te rends compte que dans Twilight, c'était mieux écrit ça, parce qu'ils changent de ville, ils font exprès de s'absenter pendant plusieurs décennies, et du coup, il y a seulement quelques vieilles personnes qui les reconnaissent. Oui. Et là, et bien après, écoute, il y a que 6 épisodes, donc c'est très court, ils n'ont pas pu traiter de Ou alors tout. on Peut-être que va dans la dire. saison 2, ce sera dit, hein. Oui, bah dans ce cas-là, on va dire que l'usine, elle est tellement nocive que les gens ils meurent tellement jeunes dans la truc, ils ont pas le temps de renouveler. Les nouveaux qui arrivent, Voilà. ils voient pas, voilà, ils font pas attention, voilà, ils meurent tous. Ouais. Non, Non, mais ce sera peut-être mentionné, voilà, c'est possible. Ah, mais de toute façon, ils doivent le savoir. Je pense c'est qu'ils le genre doivent de le truc savoir. que- Voilà, c'est le genre de truc que tout le monde sait, mais dont ils ne parlent pas, peut-être, parce que c'est tellement improbable qu'ils n'osent pas en parler, et quand on leur dit, ils font « Non, t'abuses, mais c'est impossible », et on n'en parle plus. Alors par contre, ce qui est génial dans cette série, c'est le dépaysement total parce que ça se oui. passe vraiment dans les décors naturels de Norvège. Ah, ça c'est le point fort, ouais. Voilà, Les décors sont fabuleux. on a des glaciers, même la ville, voilà, c'est une ville, ouais, c'est un village, voilà, c'est une petite Ah oui, ville. c'est un petit village côtier, ouais. Voilà, c'est un petit village côtier, exactement. Il y a des passages dans la montagne. Voilà, de ce côté-là, c'est dépaysant et on est vraiment happé par la série. On a envie de regarder cette série parce que l'univers, enfin les décors, tout ça est vraiment cool. Et on est loin des séries américaines où malheureusement, c'est toujours les mêmes décors. Que tu regardes Ah oui. Smallville ou que tu regardes rester dans les teen dramas ou que tu regardes, comment ça s'appelle, Roswell. Ah oui, mais c'est pareil. Voilà, les teen dramas, ça reste, je veux dire, c'est toujours plat, on va dire, au niveau des décors, ça reste, voilà, et là, non, c'est, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs climats, on va dire, il y a plusieurs choses, et de ce côté-là, la série, elle est vraiment intéressante. Après, donc, après, à chacun à se faire son avis. Peut-être que certains vont détester le côté teen drama. Ça déplaira à certains, oui. Hein. Ceux qui s'attendent à un truc hardcore à la Berserk, changez de série. C'est mort, il n'y a pas de violence dedans. Par contre, il n'y a pas de violence, il y a quand même des bons moments avec le coup de la biche, à un moment, le coup avec un chien, voilà. Avec l'espèce de chien de l'enfer, là, je sais plus comment ils appellent ça dedans. Je ne sais, c'est Fenris, je crois. Voilà, c'est ça, merci, c'est un loup d'ailleurs. Ouais. C'est juste que je pense à Supernatural, c'est pour ça que je l'appelais comme ça. Ouais. Et oui, exactement, il y a par-ci par-là, tu en as. De même que quand je dis qu'il y a très peu de mythologie, il y en a un peu. Ouais. C'est juste que manque un peu de budget, et puis il n'y a pas que ça. C'est aussi qu'il n'y a que 6 épisodes. Donc Oui. forcément, si tu veux bien poser l'intrigue, il faut plusieurs épisodes. Donc comme la saison est courte, forcément, l'intrigue décolle à peine. Il faut attendre les prochaines saisons pour que ça se développe. Il faut imaginer que là, on est qu'au tout début de la série. Ah oui, et alors justement, ce qui va dure. Voilà, c'est ce qu'il faut s'attendre au fur et à mesure de la série, parce que voilà, je vais pas spoiler, mais on voit très bien qui est Loki dans la série. Voilà, on voit clairement qui est Loki, et comme il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est une allégorie qui est faite dedans. Voilà. C'est une allégorie, mais du coup, à mon avis, il faut s'attendre à ce que dans la prochaine saison, il y ait d'autres personnages nordiques qui arrivent, à mon avis. Il y aura d'autres incarnations. D'autres divinités, et voilà. sans doute aussi d'autres méchants, puisque là, c'est vrai Oui. qu'on est juste sur les géants de glace, mais... Oui. Et en plus, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la série quand même n'est pas machinéenne. C'est-à-dire qu'on a quand même, parmi les méchants, il y a du questionnement. Donc parmi les avec le fils, avec la blonde par exemple, lui il est plus ambigu. Alors par contre, c'est la question que je vais me poser quand même sur la série, c'est pourquoi est-ce qu'il tombe amoureux d'une fille maintenant alors qu'il aurait pu, ça aurait pu se passer il y a 100 ans et que c'est pile au moment où l'autre arrive que tout, voilà. Ça c'est un cliché dans toutes les séries avec des personnages immortels. T'as ça dans Highlander, dans toutes les séries de vampires, genre. Pourquoi maintenant? Voilà. C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Quoique dans Highlander, non, c'est un mauvais exemple parce qu'il tombe pas amoureux que maintenant. Il l'est au fur et à mesure des siècles. Ouais. Enfin voilà, donc.
Du coup, Ragnarok, moi, c'est une série que je conseille parce que ça permet de sortir des clichés américains de base. Voilà, enfin, on est dans les clichés américains de base justement, mais on a, voilà, c'est totalement on va dire, le cahier des charges de la série américaine, mais avec une autre sensibilité. Et là, on est carrément, voilà. Et moi, je pense, j'ai envie de faire un petit parallèle pour terminer sur la série avec, je sais pas si tu l'as vu, pardon, et ceux qui l'ont vu, c'est Troll Hunter. Ah oui, la série animée. Non, là c'est le film. Ah, le film. Troll... Oh là, j'y étais pas du tout. Non, je pensais à Chasseur oh, je sais plus comment ça s'appelle, la série animée de Del Toro. Je pensais à autre chose. Non, oui, le film Troll Hunter. Oh, tu le mettrais là. Oui, bah c'est tout à fait ça, puisque dans Troll Hunter, en fait, il cache la mythologie est intégrée à la Norvège, mais les gens ne le savent pas. Donc il y a ceux qui chassent la nuit, les trolls, où ils sont enfermés par autour des comment dire des poteaux électriques, tout ça. Et j'ai trouvé qu'en fait les deux univers voilà, pouvaient se rapprocher, quoi. Enfin, si vous avez aimé Ragnarok, regardez le film Trollhunter. Et si vous avez aimé le film Trollhunter, regardez Ragnarok. Et je vais me remettre Trollhunter du coup. Voilà, et je vais faire un petit parallèle aussi, je voulais le placer là. C'est que je regarde quand même pas mal il y a des films norvégiens qui nous arrivent pas beaucoup. Bon, à part Insomnia qui avait été remaké par Christopher Nolan avec Al Pacino. Il y a un autre film que j'ai vu il y a pas longtemps, un film norvégien qui s'appelle Waves, avec un tsunami en Norvège, que j'avais beaucoup aimé. Et j'en parle aussi parce que ce film Waves a une suite qui est carrément Sant Andreas en Norvège, avec les mêmes personnages que Waves, mais la suite qui s'appelle Earthquake ou quelque chose comme ça en Norvège est nulle. J'ai été super déçu, c'est que justement ils avaient fait un tsunami avec la sensibilité de la norvégienne, mais ils ont carrément fait après le tremblement de terre en Norvège, mais avec tous les poncifs et traité comme un blockbuster américain, et le film est super mauvais. Donc j'ai envie de dire aussi, donc si vous voulez faire une petite trilogie norvégienne, Ragnarok, Trollhunter et le film Waves. Voilà, je vous les conseille parce que ce n'est pas souvent qu'on est dépaysé comme ça. Et aussi, je ne sais pas si toi tu l'as vu dans ce format, mais il faut absolument voir Ragnarok en VOST. Voilà. Ça j'ai vu en VO, mais par contre non, j'ai pas vu Waves dont tu parles. Voilà. Donc ça j'ai regardé, ouais. Waves, et voilà, et donc parce que bien sûr c'est pour tous les accents, la façon dont ils parlent. Voilà, je sais pas si dans la version française ils vont dire le Jotunheim, alors que c'est le Jotunheim. C'est prometteur comme série. Voilà, pour l'instant c'est une belle intro, et comme tu disais, ça ressemble à du teen drama US avec tous les poncifs du genre. Mais avec une sensibilité norvégienne. Alors par contre, voilà, pour terminer, il faudra s'habituer à ce que je dise ça à chaque fois, parce qu'on digresse, on a toujours une chose à dire, c'est que quand la saison se termine, à la fin du dernier épisode au générique, il est marqué la seconde saison arrive prochainement. Donc elle a sûrement dû être tournée, donc par rapport au Covid ou n'importe quoi, je pense que la seconde saison de Ragnarok a dû être tournée avant le Covid. Voilà. D'accord. Donc en espérant que après, elle est toujours prévue, oui. Voilà, donc en espérant que la série puisse continuer, parce que je me pose la question, quelles sont les séries Netflix qui pour l'instant durent ou qui sont arrivées jusqu'à leur fin? Je vois pas, hein. Alors celle qui dure, il y a La Casa de Papel, il y a Stranger Things, mais la prochaine saison est annoncée comme la prochaine. La prochaine est annoncée comme la dernière. Voilà. Ouais, je me suis embrouillé, oui c'est ça. Lucifer est un cas à part, c'était pas une série Netflix à la base, ils l'ont racheté pour refaire une saison supplémentaire, puis ils l'ont annulé, puis maintenant ils disent qu'ils en font encore une autre. On va voir. Ouais. Donc ouais, les séries Netflix qui durent vraiment, je sais pas, hein. En fait Netflix ne fait pas vraiment de séries très très longues. Donc voilà, c'est ce que j'espère, c'est que moi j'en ai marre d'accrocher une série Netflix et qu'après ils arrêtent parce que les gens... On va prendre Diet, voilà, putain, j'avais adoré Santa Clarita Diet et ça s'arrête. Putain, un super casting, une super histoire, un truc qui est un super second degré, de l'humour à foison. Un petit côté, j'avais trouvé justement qui m'avait un peu gavé, c'est dans la série iZombie. J'ai trouvé que c'était iZombie en vraiment mieux Santa Clarita Diet. Et puis avec Drew Barrymore qui était juste phénoménal dans cette série, elle était malicieuse comme pas permis, et ça a été stoppé, donc j'espère que Ragnarok va pouvoir continuer, mais j'attends la seconde saison avec grande impatience, voilà.
Ok. On va rester sur ce ok laconique de déception. Non mais c'est ça. C'est le gros défaut de Netflix. D'un côté, ils ont des super séries, ils ont des avantages par rapport aux autres, et de l'autre, en fait, c'est comme les chaînes télévision. Hein. Ils sont pareils, ils annulent toutes les séries qu'on kiffe. Ouais. C'est toujours comme ça. Voilà, donc on verra bien ce qui se passera pour Ragnarok. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce briefing podcast. Alors désolé pour le son, tout ça, on fera des meilleurs, on fera des efforts, donc on mettra, j'arrangerai un peu les micros, voilà, on fera en sorte que le son soit un peu meilleur. Voilà, parce que donc c'était la première fois, donc on est encore en rodage et on vous retrouvera assez rapidement. On se retrouvera aussi un peu dans ce format pour parler de l'actualité. Enfin métal, cinéma et voilà par rapport à Endeavor, donc pas uniquement autour de briefing séries qu'on a vu, mais peut-être sur l'actualité autour du cinéma et des séries. Merci à toi Nico si tu es encore là, que ça n'a pas coupé. Je suis toujours là, je t'écoutais. Voilà, donc assez chiant avec ces podcasts comme ça, parce qu'on le fait par le net, Ouais. c'est qu'on a toujours peur de perdre l'auditeur en cours, donc... Voilà, donc merci de nous avoir suivis et on se retrouve donc très rapidement. Tchuss! Tchuss.